Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Ce matin, enfin, c'est bientôt l'heure de passer à table. Henri et moi, nous allons vous parler des produits issus de la mer, d'ici et d'ailleurs. Enfin voilà. Bonjour Henri. Salut Michel. Tu l'avais, la mer d'ici. Et on a aussi Alain. Et voilà, nous avons aussi en notre compagnie Alain qui a connu le monde de la pêche. Bonjour Alain. Bonjour. Voilà, donc à la retraite aujourd'hui. Oui, mais pas de la pêche. Pas de la pêche, oui, on va en parler. Et bien sûr, Lucie à la réalisation. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Salut Lucie. Alors, on va commencer par toi. Hein, je sens que tu as envie de t'exprimer. Non, pas forcément. Je suis passionné par ce que vous dites. Ah bon, on va voir. C'est la première fois que je suis devant un micro. Bon, on va voir. Tu vas voir, ça se passe bien. Pourquoi ça se passerait mal? Il n'y a pas de raison. Non, attends. Alors, justement, donc, Alain, tu es un jeune retraité. Ça fait 16 ans quand même. Hein. Ah oui, quand même. Non, bon, je voulais faire un compliment, mais bon, tant pis. On voit tes fiches, Michel, jeune retraité. Jeune retraité. Je voulais faire un compliment, mais tant pis pour moi. Alors, comment as-tu connu le monde de la pêche? Est-ce que tu n'es pas du monde de la pêche? Très bonne question. Alors déjà, pour commencer, je vais dire une chose sur les pêcheurs. J'ai un grand respect pour ces hommes-là. Je dis ces hommes parce qu'il y a, à ma connaissance, très très peu de femmes qui font ce métier. Embarquées maintenant de plus en plus. Voilà. J'ai eu la chance de connaître Dieppe à une époque où c'était un port de pêche où il y avait un peu plus de 100 chalutiers. C'est quand même pas mal. 100 chalutiers, ça représente quand même 6 à 7 bonhommes à bord de chaque bateau. Oui, c'est une petite usine, quoi. C'est 700, une petite 800 usine, personnes. voilà. Mais il faut pas croire. C'est un métier très dur. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que les horaires. C'est très très dur dans le sens que chaque jour ils risquent leur peau, ces mecs-là. Ah oui, non mais ils risquent leur peau. C'est bien de le dire, alors, parce que non, mais il faut le dire, j'ai beaucoup de respect. C'est vraiment très dur, au sens... Chaque année, il y a toujours 2-3 disparus. De mort, quoi. Il y a des morts en mer. Oui, il y a souvent des accidents aussi, bon, pas toujours mortels. Il y a des... Bon, c'est vrai qu'il y a une belle protection par les hélicos, etc., quand il y a un bateau qui est en péril. Mais malheureusement, ils ne sont pas toujours là. Ils ne peuvent pas être toujours là. Alors, comment je suis rentré dans ce monde ? C'était pas du tout mon métier. Mon métier, c'était assureur. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Quoi ? Tu étais assureur ? J'étais assureur. J'assurais les gens. Bon, merci Alain, tu peux t'en aller maintenant. Non. On était content de te connaître. Non. Et à l'époque, comme je suis toujours très curieux de nature. C'est pour ça que je suis là. Hein. Je voulais connaître au moins l'expérience de faire de la radio avec vous. Ouais. C'est gentil. Bon, t'as pas été déçu. Non. Donc la pêche. La pêche, j'y viens. Et puis j'étais toujours en train de traîner mes guettes sur les quais pour essayer de quémander. T'as pas une araignée, t'as pas un tourteau, t'as pas un peu de paisson, quoi. Et puis un jour, j'ai assuré un patron armateur d'un bateau qui était certainement le meilleur de Dieppe. C'était un ancien chalutier, c'est-à-dire pas un bateau comme ils font aujourd'hui à fond plat. C'était vraiment la coquille de noix avec ce qu'il fallait dedans. En bois, pas en plastique, en bois. Et c'est celui qui faisait certainement le plus gros tonnage. Et puis un jour, il me dit, dis donc, t'es toujours en train de te balader sur les quais, là. Est-ce que tu fais des affaires avec les matelots ? J'ai dit non, pas vraiment. Pas vraiment, j'arrive pas trop. Il dit, c'est normal. Tu te balades en petit costume 3 pièces, ta petite cravate, et puis ton petit nœud pape de temps en temps, puis ta petite sacoche. Crois-tu que tu vas faire des affaires avec des gars comme ça, qui sont crados, qui puent le poisson ? Je dis, pourquoi pas ? Il dit, je vais te donner un truc. Dimanche soir, à 21h, je prends la mer. C'est l'heure de la marée. Si tu sais pas quoi foutre, viens avec nous. Tu prends un sac, un par-dessus, un gros pull, des bottes. Et tu viens, je t'embarque. J'ai besoin d'un cuistot, ça tombe bien. Tu t'y connais ? Non, tu apprendras. Tu sauras ce que c'est que de faire la cuisine à l'eau de mer. Vous connaissez pas ça, hein ? Je peux vous garantir qu'un bon tourteau cuit dans l'eau de mer, c'est certainement meilleur que dans la flotte pleine de calcaire de chez nous. Et puis
c'est pas évident. Hein. C'est faut une oser, aventure. parce que là, c'est pas comme venir ici à la radio, on est assis, le cul au chaud, impeccable, bien. Les gars, ça pas le pense. dire, En ce Mais non, moment, c'est vachement dur ce qu'on fait, arrête. mais allez, monter sur un bateau puis partir 8 jours en mer du Nord. Bon, Et comment ça s'est passé alors? Donc tu embarques? j'ai dimanche, embarqué, 21h. 21h, j'étais. Déjà, les matelots m'ont regardé d'un drôle d'air, ça plaisait pas. Bon, j'étais pas habillé en costume cravate, bien sûr, mais quand même, Voilà, bah, ils te font faire quoi? T'arrives. Ben, il faut faire connaissance déjà pour commencer. Bon, j'avais pas de peau, j'étais sur un bateau où l'alcool était interdit, déjà à l'époque. Alors, il n'était pas question de se boire un petit ricard pour se donner du courage, là. Hein. Et puis, on m'a fait visiter mes appartements. Alors, les appartements d'un chalutier, d'un bateau comme ça, un bateau de pêche, je vais vous dire, c'est en dessous du niveau de la mer. Et sur la coque, il y a les cabines, c'est-à-dire 4 planches clouées dans le machin, une paillasse dedans, puis tu dors là-dedans. Alors, imaginez-vous un instant, vous êtes dans le noir, dans un truc où on entend la flotte se balader contre le truc, le tac du moteur diesel, Ah oui. automatiquement les odeurs de gasoil. Ça pue le poisson quand même, faut pas oublier de le dire, parce que le poisson c'est bon, mais il y a les odeurs dans une cale de bateau, c'est pas très... Et les matelots, malheureusement, les gars, ils ont pas le temps de se laver, et ça pue les autres pieds là-dedans, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, dormir dans des conditions La comme croisière ça... s'amuse, quoi. Ouais, dormir dans des conditions comme ça, je peux vous dire que c'est pas la joie. Hein. T'étais venu pour générer des vocations dans ce métier, c'est ça? Déjà pour vous dire que c'est dur. Faut le faire. Faut accepter. Et puis ma foi, j'en ai eu marre, je peux pas dormir comme ça. Hein. Je suis monté en passerelle. J'ai vu le gars qui était sur sa barre, qui dormait à moitié d'ailleurs. Et j'ai bousculé. J'ai dit, dis donc, tu fais quoi là? Il me dit, excuse-moi, mais je pionçais un petit peu quand même. J'ai dit, non mais tu rigoles là, t'es pas sérieux. T'es en pêche, tu tires un chalut, tout le monde dort, et puis toi t'es à la barre. Et puis tu roupilles un petit peu de temps en temps, je t'ai vu. J'ai dit, rassure-toi, je vais pas le dire au patron, mais quand même, explique-moi comment que ça marche ce bazar-là. Il m'a expliqué. Puis après, j'ai dit, va te coucher, moi je vais le guérir, je vais prendre le bateau. J'ai respecté la barre, et puis ma foi, ça a commencé comme ça. Donc c'est une belle intronisation dans le monde des pêcheurs, là. Eh oui. Eh bien, les gars étaient contents parce que pendant 8 jours, ils dormaient tous. Moi, j'étais à la barre. Le patron m'avait expliqué comment il fallait faire et tout. C'est pas compliqué, se dit en passant. Il n'y a pas besoin d'être bachelier pour faire ça. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de bacheliers dans les matelots, d'ailleurs. Hein. Bon. Et on pêchait quoi à l'époque, alors? Alors, moi, ce bateau-là était spécialisé dans la pêche à la morue. Cabillaud. Cabillaud, salaison à bord ou... Salaison à bord. Vous alliez dans quelle distance, à peu près, alors? Des côtes? Loin? Enfin, je veux dire, c'est de la haute mer? Assez loin, oui. En haute mer, oui, effectivement. Hein. Avec des mers parfois un peu creux, avec des gros creux, avec des grosses vagues, avec des... Alors là, je ne sais pas si vous avez vu le film le Tempête ou je sais pas quoi, avec... Des vagues scélérates? Oui. En pleine tempête? J'ai pas vécu ça parce qu'il y avait un peu de cinéma. Mais le mur de flotte devant vous, ça fait drôle. Quand vous avez le bateau qui est dans le creux, puis qu'il y a de l'eau autour de vous, puis d'un seul coup vous vous retrouvez à hauteur, puis je peux vous dire que quand vous avez vécu ça après, je crois qu'on n'a plus peur de rien. Ouais. Bah déjà un verre d'eau, ça me fait peur. Alors j'imagine. Et de l'eau salée, oui. Oui, donc ouais, on a bien compris les dangers, un métier difficile, les horaires aussi, hein, les horaires, les gars, tous les. Faut arriver à dormir. Tous les 3 heures, ils sont obligés de se réveiller pour tirer le chalut, mettre le poisson, faire le tri, rejeter à la mer tout ce qui ne vole pas, pour ne garder que la morue, moruette éventuellement, mais rarement. Et puis voilà. Et ça a un coût, parce qu'en plus, toi, tu étais dans les assurances, donc tu connaissais un peu le coût des bateaux, Pas trop? Pas trop. Mais c'était quoi une assurance? C'était pour assurer les matelots? Non, mon métier c'était assureur. Comme on faisait dans le temps, aller porte-à-porte, je vendais des assurances vie, des choses comme ça. Un particulier, oui. Particulier, oui. Alors, moi, je suis très naïf et j'ai posé la question à vous deux ou à Lucie, si elle connaît ça, si elle peut-être elle connaît des pêcheurs. J'ai pas l'impression que depuis, on va dire, 30, 40, 50 ans, en termes de difficultés, de fatigue, de froid et de danger,
le métier tel qu'il est aujourd'hui est tellement évolué, ce soit tellement rendu Non, ça n'a plus... pas changé. C'est aussi dur. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier. Parce que tu as des métiers comme à l'usine, etc., où on a fait énormément de travail sur le bruit, sur les cadences, etc., améliorer le confort des ouvriers quand même. Non, mais je veux dire, à la chaîne aujourd'hui chez Renault, c'est pas comme il y a 100 ans. Alors que la pêche, j'ai l'impression que c'est toujours aussi violent en termes de difficulté, de froid. La nature est plus forte. Oui, mais t'as pas de comment dire, de bateau plus sûr quand même. Si. Il y a les balises Argos. Non, s'il y a des matelots, s'il y a des matelots qui m'écoutent, ils vont dire il est vraiment vieux celui-là. Hein. Non. À l'époque, c'était comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, non. Maintenant, ils ont des bateaux modernes, ils ont des cabines modernes, ils savent ce que c'est que de dormir au moins à l'abri. Ils trient le poisson, non pas sur le pont, mais à l'abri. D'accord, oui. C'est mis en caisse à l'abri. Les bateaux qu'ils font maintenant, non, ils sont modernes. Oui, et en termes de mortalité, c'est pas pareil aussi. Ça s'est amélioré. Il y a quand même moins d'accidents de pêche. Il y a moins d'accidents de pêche, oui, c'est vrai. Mais il y en a quand même. Hein. Ça reste un métier difficile. C'est un métier difficile. Rien que pour Le Havre, il y a 2-3 disparus par an, minimum. Chaque année, je les suis de près. Sur Facebook, vous pouvez les suivre. C'est au marché aux poissons, par exemple, où ils publient, au quartier Saint-Vincent, où ils publient régulièrement les photos des pêcheurs, les étals. Et on voit aussi des marins qui filment en mer. Et c'est des paquets de mer, oui, c'est impressionnant. C'est franchement impressionnant. Non, mais c'est très impressionnant. Hein. C'est un métier, je repose une question à vous deux aussi, c'est un métier qui se transmet uniquement de père en fils. Il n'y a pas d'école, il y a des formations pour être pêcheur. Si. J'ai l'impression que c'est... Les écoles de matelots. On peut en parler un peu de ça, vous connaissez ça? Bien sûr, oui. Alors pas trop, mais pour la pêche, et ça démarre très jeune, c'est 12-14 ans. Et c'est des écoles de matelots pour devenir marin-pêcheur. Parce que y a de la sécurité, il y a du matériel, il faut savoir le maîtriser. On parle en tonnage, se prendre un câble où il y a 10 tonnes qui tirent dessus. Il faut la formation. C'est pas les gosses sur le tas qui apprennent avec leurs parents et qui... Non. Ça existait. Maintenant, ils avaient le droit à leur portion de rhum comme tous les autres, etc. C'était surtout chez la spécialité de Fécamp, ça. Ouais. Fécamp, c'était surtout un beau port de pêche aussi, mais il y avait beaucoup de gamins. Ouais. Beaucoup de gamins. On parlait pas d'école, là, on parlait d'apprendre d'aller sur le bateau. Non, c'était père en fils. Hein. C'était tous les métiers. Tu apprenais par l'apprentissage, trouver un patron. Maintenant, il y a des écoles, il y a des formations, il y a des normes de sécurité, il y a des codes. Voilà, c'est... Il y a encore des vocations, il y a encore des jeunes qui veulent être pêcheurs. Ça existe encore. Oui, bien sûr. Oui. Alors, parce que il n'y a pas de boucher, on dit par exemple, souvent il n'y a pas de boucher, on ne trouve pas de jeunes qui veulent faire la boucherie. Mais dans tous les corps de métier, c'est de plus en plus dur de trouver... Quoique c'est les apprentis qui ont du mal à trouver des patrons, c'est plutôt l'inverse en ce moment, mais c'est selon les corps de métier. Et effectivement, dans l'hôtellerie, on a beaucoup de difficultés dans beaucoup les métiers de bouche, mais aussi dans tout ce qui est agricole, dans ce qui est tout ce qui est marin. Il y a beaucoup de métiers qui sont difficiles et qui rebutent un peu. Voilà. Et puis chaudronnier. Surtout dans la pêche, les fêtes, il n'y en a pas chez eux. Hein. Ils sont tout le temps sur la mer. Tout le temps. Ils ont une journée de repos de temps en temps, oui. Suivant les patrons de pêche, ils se relaient. Il y en a un qui reste une semaine chez lui pendant que les autres vont bosser. Et la semaine d'après, ça en a un autre qui aient un peu un milieu familial, qui puisse... participer aux fêtes familiales, etc. Vie, en dehors du bateau. Mais en fait, les gars, ils partent en mer. Quoi qu'il arrive dans la famille, ils sont pas là, ils sont en mer. Hein. Ah non, enfin voilà, un métier bien, ouais. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Alain m'a raconté ça il y a quelques jours et je trouvais... J'ai une petite question pour Alain. C'était une fois ou du coup vous êtes retourné plusieurs fois en mer ? Plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois, parce que j'ai même failli abandonner mon métier pour faire pêcheur. Tellement ça vous a passionné ? Oui, ça me passionnait. La liberté, la nature. Voilà. C'est souvent ça qui les attire, les marins. La liberté. Et puis après, il a vu la fiche de paye, il a dit, bon, je reste assureur. Non. C'est toujours mal payé. Ah non, croyez pas ça. Ah non, c'est fini ? Surtout pas. Non, je veux pas dire que... Non. À l'époque, certains bateaux, ceux qui faisaient des gros tonnages, les gars étaient bien payés quand même. Les gars étaient bien payés. Les primes. Bon. Puis il y avait de la débrouille. Oui. La bête, comme il disait. Et j'allais te poser la question, t'as ou tes recettes préférées ? Donc tu cuisines à l'eau de mer ? Ça, c'est intéressant.
Parce que moi aussi, je pense que oui, on a un peu faire les bulots, les coquillages. Soit à l'eau de mer, soit à la salinité de l'eau de mer, c'est-à-dire avec le grammage de sel qui reproduit un peu le. On n'a pas le droit normalement. Ouais. On n'a pas le droit. De se cuisiner à l'eau de mer. On n'a pas le droit d'aller chercher de l'eau de mer chez. Oui. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se faire prendre, surtout. Il y a une loi. Parce que dans le temps, le sel, c'était une monnaie d'échange. Dans le temps. La gamelle. Voilà, c'était une monnaie d'échange, le sel. Du sel de mer. Et il y a beaucoup de gens qui ramenaient des seaux, qui faisaient sécher. Je me souviens, mon père l'a fait. Il faisait dans des grands plateaux, il faisait sécher l'eau de mer pour récupérer du sel. Tu veux dire que si je vais à la plage du Havre tout à l'heure, là, prendre un gros chaudron d'eau de mer, je peux me faire... Ah oui, tu peux te faire normaliser. Oui, c'est une loi. Mais tu vas gaspiller beaucoup d'énergie pour une faible quantité de sel. Une cuillère à soupe de sel. On n'est pas non plus en Vendée. Non. C'est pas les marais salins non plus. Mais... Alors moi j'avais une recette comme ça de pêcheur parce que comme tu disais il y avait peu ou pas de matériel à bord pour faire la popote. C'est vraiment le truc du marin havrais. Donc c'était dans une couscoussière. Je m'explique pourquoi. On prenait la grande gamelle. On remplissait d'eau de mer, on foutait les patates, parce que les patates, pas besoin de frigo pour les conserver. Tu mettais tes patates. Au-dessus, tu mettais la couscoussière où normalement tu fais ta semoule. Là, ils mettaient des oignons. Pourquoi des oignons ? Parce que pas besoin de frigo. Là, on foutait du maquereau, ou enfin le poisson qu'on allait manger. On badigeonnait une moutarde, parce que pareil, pas besoin de frigo pour la moutarde. Quand les patates étaient cuites, le poisson était cuit. Donc tu cuisais le poisson à la vapeur, et donc c'était... patates, oignons, ton poisson et de la moutarde. Et pas de crème, pas de beurre, donc c'était... Non, mais t'as pas de frigo, donc tu peux pas, quoi. Ah, quelle tristesse. J'ai même vu c'est la bouffe de marin. J'ai même vu, puisque tu parles de bouffe du marin, moi j'ai même vu des gars, du hareng ou du maquereau, peu importe le poisson, l'ouvrir en deux, le vider, le laver, le mettre sur la cabine et le cuire en plein soleil. Le cuire, le sécher, ouais. Ouais, comme les œufs sur le capot de la bagnole, finalement. Oui, il faut éviter cela, ça chauffe un peu plus. Pardon. Vous avez pas vu le grill cheese de Gordon Ramsay ? Il fait un sandwich au fromage, c'est un grill cheese. Il met ça dans une bagnole, un supercar, tu sais, un truc à 800 chevaux. Puis il fait un tour de piste et puis après son truc. C'est encore une fois hors sujet. Mais non, c'est comment cuire sans four. Ça sera le sujet d'une autre émission. Bon, je voudrais quand même parler d'autres choses. Toujours dans la pêche, on parle de poisson. C'est vrai que c'est bon le poisson. Mais on a parlé avant du poisson, on a parlé de coquille Saint-Jacques. Ouais. Alors je vais vous en parler aussi de la coquille Saint-Jacques. Allez. Parce que j'ai fait une marée à la coquille Saint-Jacques. Et je peux vous dire que la coquille Saint-Jacques, c'est très, très, très dur. On racle les fonds. On racle les fonds avec ils appellent ça des grages atomiques. Ne me demandez pas pourquoi atomique. C'est-à-dire, c'est une espèce de râteau. Vous imaginez, vous pouvez le faire vous-même, un râteau, puis derrière un filet. Sauf que les filets, c'est des mailles en fer. Aujourd'hui, les mailles en fer, contrairement à l'Angleterre, où ils n'ont pas de limitation de diamètre, chez nous, il ne faut pas que ça dépasse 10. 9,3 exactement. C'est pour le calibre, oui. Pour le calibre, pour les coquilles Saint-Jacques. Il y a même des polémiques en ce moment entre les Anglais et les Français qui commencent. Les Anglais, ils ont arrêté leur bateau dernièrement avec je ne sais plus combien de tonnes de... Parce qu'ils viennent pêcher dans nos eaux. Dans nos eaux, et eux respectent pas. Chez eux, il n'y a pas de calibre. Ils s'en fichent. Mais quand vous remontez la grage à bord, pour, je ne sais pas combien, on va dire 20 ou 30 kilos de coquilles, il y a peut-être 100 ou 150 kilos de cailloux. Et tout ça, il faut les trier. Parce que c'est bien beau de dire, on voit le pied à coulisses, le gars qui... les gars, ils ont le coup d'œil, hein. Ils ne mesurent pas toutes les coquilles Saint-Jacques pour ne pas se raconter d'histoire. Ils ont le coup d'œil. Voilà. Mais il faut, avant de ramasser la coquille, il faut la trier. Il y a tous les cailloux. Et je peux vous dire que ça, c'est très dur. Quand il fait froid, surtout en ce moment. C'est la coquille Saint-Jacques, l'eau, c'est pas du 18 degrés. Hein. Puis les mains, avec des gants, pas possible. On ne peut pas travailler avec des gants, c'est pas vrai. Il faut les trier, les coquilles Saint-Jacques. Les mains de pêcheurs, c'est des mains calleuses. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Il faut les trier, les coquilles. Et quand les gars se ramènent avec une pouque, comme on dit si bien, des pouques, une pouque de 45-50 kilos, croyez-moi, ça, c'est très dur. Ouais.
Ça me fait plaisir d'entendre parler cauchois. Moi, ça me fait plaisir. Donc une pouque et un sac, pour ceux qui ne l'avaient pas. Merci de traduire, Michel, ou un vieux menton. Une pouque, une poche. Un sac, c'est un sac. Il y a même d'autres expressions, mais je me permettrai pas. Nous allons bientôt passer à table. Bon, et mon petit Henri, toi, t'avais fait un truc sur les soupes. Ben moi, je me suis renseigné pour regarder un peu les soupes de poisson. Ah, ça c'est bon. Qui est une préparation qui existe, mais vraiment dans le monde entier. Dès lors qu'on de a l'eau des et côtes. Du poisson. Alors nous, la soupe de poisson telle qu'on la mange, telle qu'on la connaît, notamment en Normandie, c'est la soupe de poisson, c'est comme un bouillon, il n'y a pas de morceaux. Dans le monde entier, en général, il y a toujours des morceaux de poisson. En fait, la bouillabaisse. La bouillabaisse. Est-ce que la bouillabaisse c'est une soupe? C'est une bonne question déjà. Non, c'est un plat. Il y a la marmite diepoise. La marmite diepoise, c'est pour ça que je suis content qu'Alain soit là parce qu'on va en parler. Il n'existe plus ce restaurant. Ça n'existe plus. Le restaurant n'existe plus. Par contre, le plat, la marmite diepoise, c'est une sorte de bouillabaisse locale. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Avec des poissons. Bon, il y a des restaurateurs. Je parle pas pour toi, Michel, parce qu'à chaque fois que je vais chez toi, c'est très très bon. C'est gentil. Bon, c'est très bon. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais bon, on en reparlera. Bon, on enregistre là, enfoiré. Il y a beaucoup de restaurateurs, bien souvent, c'est des broils de poisson. Des quoi? Les broils de poisson. Ah, des tripes? Bah oui, ce qu'on vide du poisson, qu'on met à la poubelle. Et mettre ça, pour faire un bouillon, c'est pas idiot, mais après, il faut les enlever. Non, c'est pas top. C'est pas top. Je viens de prendre la tête, les arêtes, une fois que t'es... Ouais, mais quand c'est passé au mixeur... Ouais, mais non, mais c'est moche. Ça, quand tu fais de la soupe, tu peux le faire. Pour parler... Non, mais moi, je la fais pas comme ça. Messieurs, on parle de soupe de poisson. Pour venir sur la marmite diepoise, c'est quand même... pas donné. Faut savoir qu'une bonne bouillabaisse, c'est minimum 50 €, voire plus. Là-bas, à Marseille, maintenant, 50-70. C'est pas une soupe, c'est un plat. Oui. Et il n'y a pas de pommes de terre dedans, sauf dans l'aioli, où c'est une pomme de terre écrasée. Mais une marmite diepoise, faut savoir qu'il y a de la sole, de la Saint-Jacques, des langoustines. C'est pas un plat du pauvre, la marmite diepoise. C'était pas un plat qu'on... Enfin, je te coupe là-dessus, mais la bouillabaisse, c'est marrant, parce que c'est devenu un plat très cher. Quand tu vas à Marseille, tu veux une vraie bouillabaisse, faut dépenser. Tu dis 50, t'es encore gentil. C'est souvent 70, 80. Alors qu'à la base, c'est un plat de pêcheurs, de pauvres, avec des poissons de roche dont personne ne voulait, qui étaient abondants, parce que c'est aussi ça, c'est que les poissons de roche de Méditerranée étaient abondants, donc on faisait ça facilement, et on mangeait ça sur un coin. Aujourd'hui, c'est devenu un plat noble. La marmite diepoise, c'est pareil, tu te dis des Saint-Jacques, c'est pas forcément ça, c'est un peu ce qu'on trouve sur la pêche aussi, quand même, non? Tout à fait, oui. Il n'y a pas une recette... Non, il n'y a pas vraiment une... Il y a des poissons nobles quand même. Oui. Il y a un peu... Non, mais en tout cas, il y a peut-être une version populaire et une version plus restauration gastronomique. Je parle marmite diepoise, le restaurant. Oui, moi aussi. Il y a quand même... Il y a de l'élégance quand même dans cette soupe. Oui, c'est vrai. Je sais pas exactement, je n'ai pas la recette. Je sais que minimum. Non, mais sinon c'est une marmite du pêcheur. Ouais. C'est pas une marmite diepoise. Marmite diepoise, faut qu'il y ait au minimum de la sole, de la Saint-Jacques, des langoustines. Oui, donc c'est un plat. Tu dois faire des moules marinières au départ pour démarrer ton premier bouillon. Non, c'est un plat noble. Non, c'est très très noble. Est-ce qu'il y a des petits champignons comme dans la sole à la diepoise, sous sol diepoise, c'est avec les petits champignons de Paris aussi, les rouleaux de sol. C'est pareil. Je sais plus. C'est toi qui dois nous parler des soupes. Mais les soupes, moi je te dis que les soupes, il y en a dans le monde entier. Bon, alors les soupes. Alors les soupes, si on est en Nouvelle-Angleterre, par exemple aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les clam chowder, par exemple. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est un peu crémeux, tu sais, c'est un peu riche, onctueux. Il y a le mot français d'ailleurs. Clam, c'est pas lourd. Pas lourd. Et chowder, c'est la chaudrée. Ça existe en France. Chaudron. C'est l'idée toujours qu'on met des choses dans un chaudron, dans une marmite. Alors c'est vrai que dans le nord des États-Unis, ils utilisent pas mal les palourdes ou le homard d'ailleurs, et ils mettent ça dans un bouillon plutôt crémeux, voire même une base de roux, tu vois, farinée, ça tient encore. Si tu vas dans le sud, notamment plus tu te rapproches vers le Mexique, plus ça va être des bouillons clairs avec du citron vert, avec pas mal d'herbes, comme en Asie par exemple, où les sommes vietnamiennes ou thaïlandaises sont pas les mêmes non plus, mais ont des bases, si tu veux, d'ingrédients locaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le monde entier, en fait, pratiquement tous les pays adaptent avec leurs ingrédients et leurs traditions, que ce soit le lait de coco, que ce soit le citron, que ce soit chez nous la crème, les soupes de poisson pour en faire des spécialités qui finalement sont toujours un petit peu les mêmes. C'est-à-dire la base, c'est toujours de faire un bouillon, de mettre des poissons et de faire cuire ça un petit peu en chaudron, mais avec des différences très importantes. Pas toujours, tu vois, j'ai peut-être une exception, les bisques. Les bisques, tu démarres sur le produit.
Tu démarres sur le produit et après t'amènes le mouillement, enfin le liquide. T'as une recette de bisque là pour expliquer un peu ? Alors, démarrer une bisque. On prend un poireau, on va faire une fondue de poireau, auquel on va rajouter de la farine, ce qui permettra de faire la liaison plus tard. Non, ça vient après. Beurre, poireau, après oignons, carottes, garniture aromatique, bouquet garni. On va partir sur une bisque d'étrie, celle que je préfère. Céleri branche, tu es autorisé, patron ? Céleri branche, oui, bien sûr, ça fait partie de la garniture aromatique. J'aime bien ça. Tu mets tes étries directement vivantes. Enfin, moi, je les coupe en deux. Quel barbare. Barbarie, oui. Voilà, on les fait revenir. Quand tes étries sont bien revenues, bien colorées, là, tu flambes. Alors, avec un calvados, du cognac, ce qu'on veut un peu. Ça, c'est pour décoller les sucs du fond. Moi, là, je rajoute une bouteille de cidre, je complète à l'eau. Je laisse mijoter une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, on mixe, on filtre au chinois, pour récupérer que ce jus hyper concentré. Voilà, c'est ça, une bisque. Alors, c'est une liaison avec une farine et par réduction. Attention, si vous faites ça chez vous, si vous mixez des bisques avec le petit mixeur plongeant, il te pète à la tronche. De chez Darty à 32 €, il va vous rester entre les mains. Faut quand même dire, non mais n'essayez pas ça chez vous. Moi, je me souviens de restaurants où j'ai bossé, quand on faisait de la soupe de poisson. Pour ne pas le nommer, chez Thierry Fauché au Barbezingue, excellente adresse dans le sud parisien. On faisait de la soupe de poisson avec pas mal de coffres de carapaces de homard notamment, qui sont très durs. Alors la girafe, ce qu'on appelle la girafe dans notre jargon, c'est le batteur plongeant. Moi je me mettais sur un tabouret, un escabeau, avec le moteur faisait 80 cm et la partie plongeante. Le joujou il fait 1 mètre de long. Le truc faisait 1m20 de long. Mais j'ai le même à la maison. Et là, les coffres de homard, il n'y a plus rien. Mais chez vous, le petit plongeant pour mixer des étries, ou alors on peut les piler. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution beaucoup plus simple, sans vous casser la tête. Puis avec votre petit mixeur, vous les faites très facilement, parce que je le fais. Alors, vous n'êtes pas plus idiot que moi. Petit mixeur, mais il faut qu'il soit un peu puissant quand même. Pas forcément. Ah, mixeur, tu veux dire pas le mixeur à bras, les mixeurs plongeants ? Tout à fait. Ouais. Il suffit tout simplement. Je suis aussi un pêcheur. Par contre, je ne suis peut-être pas un pêcheur en mer, mais je suis un pêcheur à ce qu'on appelle à la tâte. C'est-à-dire pêcheur à pied. Et tu es un pêcheur devant l'éternel aussi, n'oublie jamais ça. Ça, on est tous là, malheureusement. Alors vas-y, raconte-nous, parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est le petit batteur qui casse. Tu ramasses. Quand on va à la pêche, surtout en ce moment. Oui, en ce moment. Non, pas en ce moment, c'est pas bon. Au moment où les crabes, les étrilles sont toutes bien molles. C'est celle-ci qu'il faut prendre pour faire la soupe. Ah, quand elles sont juste après leur mue. Voilà. C'est des étrilles de mue, là. Voilà. C'est quand elles sont molles. Elles ont le même goût. La seule différence, c'est que la carapace, tout ça y va. Alors, j'ai une soupe vietnamienne que j'aime beaucoup. Ah, quand même, j'attendais. Can Choa. C'est très très bon, c'est une soupe claire, un bouillon en fait. Tu vois légumes généralement. Tu vois le feu vietnamien, c'est un bouillon avec des pâtes, des nouilles, etc. C'est le pot-au-feu vietnamien. Voilà, exactement. Et le can choa, c'est un peu un équivalent de soupe vietnamienne avec des poissons, beaucoup d'herbes aromatiques, du gingembre, du galanga, etc. Et c'est une très très bonne soupe, le can choa. Moi, je conseille ça. Un peu difficile de trouver certains ingrédients maintenant qu'on n'a plus Hwa Song, mais tu me disais hors antenne il y a d'autres adresses où on peut trouver des ingrédients asiatiques. Oui, au Havre, il y a quand même l'Ancien Palace, où il y a une très belle boutique asiatique. Faut aller aussi dans les boutiques type africain. Ouais. On retrouve nos produits asiatiques aussi. Ce qui était très fort chez Hwa Song, ça je suis pas sûr que ce soit si facile, c'est sur les herbes. Parce qu'il y avait une quantité d'herbes, de basilic thaï, de tout ce que tu veux. Oui, sinon tu vas au Hall. Il y a une très belle épicerie où on retrouve un peu tout. Ouais. Tout et n'importe quoi. Non, il y a encore moyen. Ok. Et toi, la soupe de poisson, ta soupe d'étrie, alors tu l'as fait comme ça, avec les crabes de mue, tu les mixes. Oui. Tu mets un coup de quoi alors, de bouillon aussi. Oui, pareil. Ensuite, je les passe. Voilà. Parce qu'il y a toujours. À la fin, avec plein de crème et plein de fromage, c'est toujours le même. Moi, je mets du pastis toujours un peu quand même. Pour aniser. Ou sinon, du fenouil. Ouais. Fenouil, c'est bien pour donner le petit côté anisé. Ouais, mais faut toucher les légumes. Moi, je préfère le ricard. C'est plus simple à manipuler. L'anisé, monsieur, et avec parcimonie, ça vous ferait pas mal. Voilà, moi, c'est fort appétissant. Nous allons faire une petite pause musicale avec Oyster Beds de Pixies sur West Track Radio.
C'était Oyster Beds, les lits des huîtres, mot à mot. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher, je trouvais ça drôle. Ça vient du dernier album des Pixies, sorti le 25. Donc c'est tout frais, hein, sur les étals. Le nom de l'album, The Night the Zombies Came. Excusez mon anglais approximatif. Justement, Henri, à propos d'huîtres, nous avons au téléphone Hugo, le patron des huîtres de Mademoiselle d'Haleine au Havre. Fils du patron, exactement. Fils de Christophe Clément et Sigrid. Voilà, on va l'écouter. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo, comment vas-tu ? Voilà. Ça va et vous ? Donc Hugo des huîtres de Mademoiselle d'Haleine. Oui, on te présente de Hugo Clément. Donc tu es le fils de Christophe et Sigrid qui ont la poissonnerie bien connue des Havrais, les huîtres de Mademoiselle d'Haleine, c'est ça, près de l'hôtel de ville ? C'est bien ça. Une question comme ça qui me vient. Qui c'est cette Mademoiselle d'Haleine ? Eh bien, c'est la dame qui a ouvert la boutique après-guerre, du coup. Et en fait, on a voulu conserver le nom parce que je pense que les Havrais étaient attachés à ce nom et on a une clientèle qui vient dans cette boutique depuis des années, quoi. Et j'en conclus de ce nom qu'à la base, c'était simplement, on vendait que des huîtres, parce que c'est un peu trompeur, on dit aux huîtres de Mademoiselle d'Haleine, mais il y a bien d'autres choses que des huîtres, c'est une poissonnerie, on est bien d'accord. C'est ça. D'accord. Alors, je sais pas l'historique, je sais pas si la dame vendait historiquement que des huîtres, mais elle vendait un peu de poisson quand même. D'accord. Et alors aujourd'hui, on voulait te parler un petit peu pour que tu nous racontes un peu ce qu'on pouvait trouver en ce moment, parce qu'il y a un peu une saisonnalité des poissons. Et là on est en novembre, qu'est-ce qu'on peut trouver sans risque de surpêche, en étant vraiment dans la saison du poisson ? Raconte-nous un peu sur tes étals, qu'est-ce qu'il y a ? Poisson, crustacés, etc. Là déjà on est dans, je pense que tout le monde est au courant, mais dans une bonne grosse période de la coquille Saint-Jacques. Ouais, ça a commencé cette belle saison. Il y a un petit mois, ouais. Ouais. Là, il y a la baie de Seine couvre à la fin de semaine. Donc là, ils pêchent au large. Et là, on va commencer à se rapprocher sur un produit un peu plus local, entre guillemets. D'accord. Avec un respect, ils respectent les quotas, tout est bien respecté, en tout cas de notre côté. Hein. C'est intéressant parce que quand tu dis la baie de Seine, c'est vraiment la locale, parce que jusqu'à présent, c'était quoi qu'il y avait sur les étals alors, en fait, ils pêchaient au large de Dieppe. D'accord. Au large de Dieppe, et ils ouvraient des zones un peu par-ci par-là, mais du coup, c'est des zones qui sont aussi exploitées par les Anglais. Ok. Donc une gestion de la pêche qui est très raisonnée de chez nous, mais pas trop raisonnée de chez eux. Après, c'est un autre débat, ça, après. Ok. Donc là, on va arriver sur la Saint-Jacques vraiment locale. Et quoi d'autre, alors ? C'est ça. Là, du coup, avec les eaux commencent à se refroidir, malheureusement, mais le hareng va commencer à arriver. Ouais. Donc il va arriver d'abord par Boulogne, puis Dieppe, puis chez nous. Ok. Donc là, il va y avoir toutes les fêtes locales, la fête du hareng à Fécamp, etc., etc. Le bouquet également va arriver. Donc les petites crevettes toutes crues là qu'on peut acheter en poissonnerie et en visier. On reste dans la saison du bar, sur d'espèces, la sole, etc. Le macro, turbo aussi, on en a du turbo là en ce moment ? Le turbo, c'est devenu une bête très rare. Hein. D'accord. C'est devenu très très rare le turbo. Malheureusement. On en trouve encore en Bretagne. En Bretagne, il y en a. Ouais. On peut en trouver un petit peu, mais c'est pas ce qu'on retrouve au cul des bateaux en ce moment. Et la barbue, est-ce qu'il y a un peu son cousin, la barbue, on n'en trouve pas non plus ? Non. C'est vraiment des bêtes qui sont devenues très très rares et très très chères. D'accord. Michel ? Le carlet. Ah oui, ça le carlet, il y en a. Mais pareil, on arrive sur la fin de saison du carlet. Moi j'avais une question, parce que je sais que c'est très compliqué la poissonnerie, parce qu'il y a souvent les contrôles des douanes. Bien sûr. Alors, comment ça se passe ? Ils viennent contrôler en boutique, ils vont regarder si on respecte, si on a bien les bonnes espèces, la taille des poissons également. La taille des poissons et regarder si on fait bien notre métier, tout simplement. La provenance, d'où ça vient. Ouais. Si c'est du frais, du décongelé. Nous, on travaille jamais de congelé. On s'attache à vraiment une pêche très locale, du produit au mieux respecté. On évite le chalut le plus possible. Donc un respect des chairs, un respect du poisson, tout simplement. Oui, tu me disais que le bar, notamment, vous avez du bar de pêche de ligne, là ? C'est ça, nous on travaille avec un pêcheur, David Hébert. Donc c'est un monsieur qui travaille avec Jean-Luc Tartarin notamment, pas mal de restaurateurs au Havre. Et il a un bar qui est magnifique, les bars sont frais, respectés, la chair est magnifique. Et c'est des bars que nous on achète le matin à 6h du matin, à 10h ils sont sur l'étal. Ouais, c'est superbe. Ouais, c'est joli. Il a même pas 24 heures d'étal, quoi. C'est bon. Vous travaillez sur glace, j'imagine. On travaille sur glace, oui, à l'ancienne.
À l'ancienne, parce que maintenant, ouais, alors, c'est bien, il l'a dit à l'ancienne, parce que ça se développe de plus en plus. Maintenant, on a des étals secs. Ça commence à se développer. Après, est-ce que la clientèle à Brest est prête à ça? Est-ce que, parce que si c'est rassurant pour le client de voir de la glace. J'aime bien ce concept du sans glace. Mais ça reste encore de la niche, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que visuellement, il faudra s'habituer à ça, si ça devient un peu la norme, parce qu'on est habitué à avoir la notion de fraîcheur associée à de la glace pilée avec les algues, etc. Exactement. C'est quand même très ancré, alors qu'en effet, on peut être aussi frais sur du sec, mais c'est visuellement un peu déconcertant, on est d'accord avec ça? C'est ça, et aussi au niveau prix, parce que du coup, quand on travaille du sec, dès que le poisson arrive, il faut le vider, le laver, et après, normalement, en théorie, il n'a plus aucun contact avec l'eau. Pour éviter toute pourriture, moisissure, développement bactériologique. On le sèche un petit peu par le front, en fait. C'est ça. Mais avec un froid sec et non ventilé. Pour ne pas trop l'abîmer non plus. Bien, bravo monsieur. Alors je t'avais consulté aussi un petit peu en amont de l'émission, donc je vais pas être mystérieux là-dessus. Je t'avais demandé de réfléchir parce que moi-même je sais pas trop. Le hareng, j'adore ça fumé. Bien sûr. Classiquement, le hareng pomme à l'huile, ça c'est une entrée bistrot qu'on adore tous. Mais du hareng frais, qu'est-ce qu'on en fait, toi? C'est quoi ta recette, Hugo? Alors là, par exemple, nous on arrive du coup sur la fin du maquereau. Et nous, en fait, tout l'été, on travaille le maquereau. On vient le mariner. Et en fait, dès que le hareng arrive, en fait, on marine le hareng. C'est-à-dire qu'en fait, on vient le cuire avec un mélange de vinaigre et de vin blanc, avec des petits oignons, clous de girofle, carottes, etc. Ah, comme une escabèche. Et après, en fait, c'est ça. Et après, on l'agrémente avec peut-être une purée de pommes de terre. Alors froid ou chaud mariné parce que là, en général, les gens, on le marine, on le cuit, et après, ça se mange froid, un petit peu comme une salade ou tiède, on le réchauffe légèrement. Belle intervention d'Alain qui a juste dit tiède depuis le début de l'émission. On est content d'avoir fait venir. Non, c'est bien. C'est normal, je suis diepois. Voilà. Et comme on dit en arrivant à Dieppe, poisson diepois, poisson de choix. Ah, mais ça c'est joli. Oui, c'est vrai que Dieppe est une place forte de la poissonnerie. C'est la capitale de la coquille Saint-Jacques quand même. D'accord, tu vois, Hugo, faut pas dire de bêtises, c'est la capitale. Ouais. La capitale. Oui, tu parlais de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi Boulogne-sur-Mer? Parce que c'est là où on épluche tout? Non, pas dans ce sens-là. C'est parce que le poisson, en fait, le hareng vient du nord, finalement. Et en fait, il passe devant Boulogne. Et on commence à les retrouver d'abord à Boulogne. Puis après, il commence à arriver vers Dieppe. En fait, ils suivent un courant froid. Ah oui, c'est vraiment par rapport au courant naturel. C'est ça. En fait, ils viennent ils viennent de mer du Nord, quoi. D'accord. Ok, voilà. On va peut-être dire un peu les horaires où on peut venir te voir. C'est fermé quand? Alors voilà. Alors, on est fermé le mercredi après-midi et le dimanche et le lundi. Et sinon, on est ouvert tous les jours de 9h à 19h avec une petite pause le midi, bien sûr, pour se restaurer un petit peu, quoi. Et donc, les huîtres de Mademoiselle d'Haleine, c'est quelle adresse? Alors, on est 13 rue Georges Braque, donc c'est situé non loin de l'hôtel de ville, entre l'hôtel de ville et la plage, ou la taverne Paillette, voilà, dans ce quartier-là. Et je vais pas dire près de la feuille de vigne aussi, parce que non seulement ta chérie travaille là-bas, puis qu'après je me fais engueuler d'avoir des parts dans la maison, parce que je parle toujours de la feuille de vigne. C'est vrai. Voilà, ne parle pas, c'est bien. Merci beaucoup Hugo, voilà, c'était super intéressant. Merci. Merci Hugo. Une belle journée à vous. Merci. Salut. Voilà, un fort sympathique ce jeune homme Hugo, et avant l'émission, tu me parlais de la maison, le restaurant La Maison qui ferme. Parce que je te rappelle que le but de cette émission, l'actualité des restaurants, c'est aussi malheureusement les fermetures. Aurore qui avait monté ce restaurant La Maison, tu te souviens qu'on l'avait eu, je crois, notre première collaboration, on l'avait eu. Qui travaille à l'Ardoise, exactement, avec le Petit Port, donc on est dans le sujet, je veux bien. Exactement, et donc c'est terminé, clap de fin pour La Maison, et on lui souhaite plein de belles choses. Elle va aller faire 10 ans. 10 ans. Faire tourner un restaurant 10 ans, chapeau. C'est déjà pas mal. Normalement, les emprunts sont finis. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. Je crois que oui. Et on ira manger dans d'autres endroits. D'ailleurs, en fait, toi, Michel, tes endroits, tu veux manger du poisson? C'est une petite question piège que souvent on me dit on est au Havre, mais il n'y a pas de bon resto de poisson. Alors, à chaque fois, je sais pas trop quoi dire. Moi, je conseille. Je mange pas de poisson. Ah, t'en manges pas, toi? Je suis un cannibale. Tu pourrais dire chez. L'anecdote. Ah, l'anecdote. Bah oui, l'anecdote. Ah, tu vois. Il y a du poisson à l'anecdote. Oui. Il y a du poisson, ouais. Ouais. Moi, je dis chez Lily, il y a de belles assiettes de poisson. Et puis,
Je sais pas, je sais jamais trop quoi dire pour le poisson. La criée, hein, il y a souvent des événements. Non, il y a souvent des événements à la criée. On parlait de la fête du maquereau, la fête du hareng là qui débarque. Ils font chez Lily et à la criée à côté. Ils font la grande débarque quand c'était début octobre pour l'arrivée de la Saint-Jacques. Oui, chez Lily maintenant c'est restaurant jeudi, vendredi, samedi soir. C'est important de le dire. Voilà, et là il y a beaucoup. Il fait des saucisses de haddock, il fait du bon poisson, c'est sympa, ça bouge bien. Enfin voilà, d'autres adresses. Non. J'ai pas compris, Alain, tu es Dieppe ou tu vis à Dieppe ou tu vis au Havre maintenant, toi Non, je vis même pas au Havre, je vis à Octeville-sur-Mer, s'il vous plaît. C'est chic, là. C'est pour ça qu'à Octeville-sur-Mer, nous avons du turbo. Oui, d'élevage. Oui. J'ai oublié Aquaco, on aurait pu les faire moi j'en parle d'Aquaco, justement. On fera un truc avec eux. On les branchera Aquaco. Que tu n'en parles pas. Non, mais j'ai oublié, pardon. Vous avez parlé de turbo, d'accord, turbo, mais il faut savoir qu'il y en a aussi chez nous. On oublie. Enfin bon, moi pour ma part, j'ai pas chômé non plus. Bien nous vous en fasse mal, je vais arrêter de parler des bébêtes qui vivent dans nos mers et nos océans. Moi je vais vous parler de végétal. Parce qu'il n'y a pas que le poisson, il n'y a pas que les coquillages, il n'y a pas que... tout ce qui est végétal, c'est pas uniquement les algues. Il y a aussi, vous en connaissez, la salicorne. C'est très bon ça. Qu'on appelle aussi la passe-pierre. Utilisation, c'est extrêmement polyvalent parce que c'est idéal comme condiment. On peut faire du pesto de salicorne, très facile. On peut les préparer comme du vinaigre, parce qu'on appelle ça aussi le cornichon. Cornichon de mer, on appelle ça aussi. Ou même dans une petite saumure, ça peut être sympathique. C'est très végétal, moi j'aime beaucoup. C'est très bon. Salicorne, l'obione. Alors, moins connu, c'est des feuilles un peu craquantes, acidulées. Il y a une notion d'acidulé. Ça ressemble un peu à des feuilles d'épinards, si vous voulez. Ça, c'est sympa, c'est à en rajouter dans une petite salade ou une petite poêlée de légumes pour accompagner votre filet de poisson. Ça, c'est assez joli. Dans les salades en crudité, moi, je trouve que ça claque bien. Genre une petite salade de bulot, crevettes. Voilà, on met un petit peu d'obione. Je sens qu'il va nous préparer ça. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. J'en mets à la carte. La soude... C'est pas une blague, ça s'appelle la soude maritime, celle-là je la connaissais pas comme plante. Alors ça ressemble à la salicorne en termes de consistance, donc un peu haricot, cornichon, si vous voulez. C'est très très bon au niveau des sels minéraux. Alors tout ça c'est exceptionnel au niveau des sels minéraux. Faut savoir que par exemple la salicorne c'est plus riche en fer que les lentilles ou le foie de veau. Donc, faut savoir que dans les algues, il y a certaines algues, dont la spiruline, qui est recommandée aux femmes enceintes, par exemple, parce que c'est très riche en vitamine B9. Donc, si vous avez des soucis d'équilibre en sels minéraux, vitamines, faut aller se diriger vers tout ce qui est algues marines, etc. Et à ce propos, les algues marines, j'ai voulu toutes les exposer. Je me suis très vite arrêté quand j'ai vu les chiffres. Parce que 145 espèces d'algues consommées à travers le monde, je ne pouvais pas toutes les faire. Donc j'ai un peu réduit le truc. Alors sauvages ou cultivées, il y en a certaines que vous allez reconnaître. Alors j'ai trouvé un classement qui est pas trop mal. C'est par couleur en fait. Vous avez les algues brunes. Alors le wakame, qui est une algue japonaise. Le kombu royal, qui est une algue bretonne. Ah, tu vois, comme quoi il y a du local. Le haricot de mer qu'on parlait tout à l'heure, donc la salicorne, le fucus, français. Je vais vous faire quand c'est d'ici et d'ailleurs. Dans les algues vertes, on a la laitue de mer. Ça, c'est dans le Calvados, Bretagne, principalement. Ça, c'est sympa, émincé, fin. L'ulve. Oui, on appelle l'ulve. Ulve. Voilà. La version japonaise, aonori. Alors, aonori, ça va vous parler, c'est les fameuses feuilles vertes qu'on utilise pour faire nos sushis. Dans les algues rouges, vous avez la nori, ça c'est japonais, la dulce, ça c'est européen, la pioca, logoniri, excusez mon accent japonais aussi, ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et dans les micro-algues, la spiruline. Alors la spiruline, vous la connaissez, même avec l'eau douce, c'est les petits points rouges qui apparaissent quand il y a des algues qui se développent dans un bocal, un truc qu'on a un peu oublié à l'extérieur. Enfin voilà. Et t'as pas parlé, excuse-moi, de la feuille d'huître aussi.
Je connais pas, vas-y, dis-moi. La Mertensier, tu sais, c'est une feuille. Alors, il y en a, on en trouve au jardin des comestibles, au champ des comestibles, justement, à Cauville-sur-Mer. Là, elle en fait, Gladys. Mais t'en trouves ailleurs. C'est une feuille qui ressemble vraiment à une feuille végétale assez classique, pas très grande. Et quand tu la croques, mais c'est vraiment bluffant, tu as le goût de l'huître. À l'aveugle, c'est le goût d'huître. C'est pour ça qu'on appelle ça vulgairement feuille d'huître. Et le nom, c'est Mertensier maritime. Ça, c'est étonnant. C'est vraiment, même en cuisine, tu regarderas, c'est intéressant. Tu mets ça sur un petit complément de poisson. Tu as le côté iodé et un petit peu de noisette de l'huître. C'est bluffant. C'est vraiment un végétal qui a le goût de l'huître. La Mertensier. Voilà. Ah oui, si, ça me parle. Oui, je suis sûr. Enfin voilà, donc les algues, donc là 145 comestibles, plus de 800 espèces. Il faut savoir qu'on en consomme sans même le savoir. Alors, tu vas rebondir tout de suite. L'agar-agar, le nombre de fois qu'on le cite dans les émissions, gélifiant, naturel, végétal, c'est une algue. Ce qui est génial, pas d'allergie, pas de calories. Donc ça... Alors ça coûte très cher, ça coûte 100 balles le kilo, mais pour 1 litre, il faut quasiment que 2 grammes pour gélifier 2 litres de liquide. Tu parles de l'agar-agar, là ? Ouais. Oui, qui remplace la gélatine, de bœuf, ou de champignons, parce qu'il y a d'autres gélifiants. Les alginates, extraits d'algues brunes, en fait, c'est ce qui permet de faire nos glaces, de faire des glaces un peu plus fermes, pour nos glaces et nos sorbets. Donc des fois on a l'impression que c'est des produits chimiques qu'on met dans notre bouffe. Des fois il y a des choses naturelles quand même de temps en temps. Pardon. Les carragénanes ou algues rouges, composition surtout pour les produits lactés, pour donner un aspect gélifié. Donc les yaourts un peu industriels, voilà, qui sont un peu gélifiés. Mont Blanc, enfin vous voyez tous ces trucs un peu. Donc c'est pas nocif, on est d'accord. Et ça c'est pas nocif. Donc c'est le fameux E407. Celui-là il est pas nocif du tout. C'est une plante, c'est naturel, voilà. Et peut-être se faire un petit tour de recette. Moi je vais en faire une sur la salicorne déjà très facile. Une omelette, des salicornes, voilà, c'est prêt. Exactement. Non, c'est un peu ça, c'est plus simple. Si vraiment on veut apprécier, c'est sympa ça. Si on veut apprécier les salicornes, c'est la meilleure recette. On fait une omelette et avant de la replier, tu mets tes salicornes que tu as réservées au chaud. Tu as déjà été cueillir des salicornes ? Mais c'est toujours, faut marcher dans la caillasse, on a tout trempé. Où c'est que tu as été chercher tes salicornes ? Tu vas en Saint-Valahougue. Tu vas en baie de Somme, il y en a beaucoup. Seulement, il faut être équipé d'un ciseau. Il est interdit de les cueillir. Il faut un ciseau pour cueillir la salicorne. Oui. Oui. Et c'est très bon. Voilà, petite recette, l'omelette aux salicornes, très facile. L'agar-agar, vous trouverez plein d'applications. Voilà, c'est tout. Moi, recette, ma recette iodée, ça reste l'agneau de présalé parce qu'ils mangent des plantes et après on les cuit. C'est pas faux, c'est pas mal non plus. Un agneau de présalé dans un champ de salicorne, ça doit être pas mal. J'ai des concepts d'élevage. Et il y en a dans la baie de Somme d'ailleurs aussi, parce qu'on connaît toujours le Mont Saint-Michel, qui est toujours très connu, l'agneau de présalé. Enfin, le Mont Saint-Michel, c'est pas la baie de Somme. Non, justement, mais c'est ce que je dis. Non, je dis on connaît l'agneau du pré. Qui t'écoutait ce que je dis. Je dis qu'on connaît l'agneau du Mont Saint-Michel, le présalé. Mais vivement qu'on passe à table. On sait pas qu'il y en a aussi dans la baie de Somme Oui, il y a même des. L'agneau de présalé, c'est bon. Il y a même des phoques. C'est moins bon ça. Je sais pas, je veux pas on n'en sait rien. Vous avez déjà mangé du phoque, vous ? Non, j'ai pas envie. C'est interdit. Ça le regarde triste, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Les bébés phoques, ils veulent nous faire manger. Alain, tu reviendras plus. Faut pas savoir comment ils chassent non plus les phoques, parce qu'on est vite déçu de l'animal aussi, parce que c'est un peu violent quand le phoque à la chasse. Recette, après les huîtres chaudes. Moi, j'aime pas. Ça va. Moi, j'aime bien la coquille classique à l'ancienne. Moi, je préfère nature crue sans rien. Moi aussi. Mais la Saint-Jacques, t'aimes bien avec la béchamel, la fondue de poireaux gratinée, la coquille gratinée. Moi, j'aime bien. C'est très ancien, ça. Mais Saint-Jacques à la bretonne. Ouais, à la bretonne ou je sais pas comment on dit. Ou après à la normande. Voilà, moi, je mets un petit fondu de poireaux, un petit peu champignon de Paris, de moules. Ça, c'est à la normande. Ouais, normande. Ça, j'aime bien. Et gratiné sous la salamandre, là, j'aime bien. Alors maintenant, on dit non, on fait des tartares, des ceviches, des que sais-je, du cru. Mais la coquille bien gratinée avec
de la béchamel. Oui, monsieur, de la béchamel, parce qu'il y en a marre de dénigrer la béchamel. Bah non, tu fais de la béchamel, on a l'impression qu'on est des parias. Retire la béchamel, la mayonnaise à un traiteur, il est à poil. Un traiteur, c'est de la béchamel et de la mayo. Il a pas tort, non mais je l'avoue. Donc oui, la béchamel, la coquille, ça marche bien. On est d'accord, Michel? Non, je suis obligé d'aller dans ton sens, c'est vrai. Coquille Saint-Jacques avec des petits poireaux tout fins, bien... Quand elle est super fraîche, juste nature, des petits poireaux de mon jardin. Cru, un petit filet vinaigre de cidre dessus. Et... je t'ai pas dit au fait. Oui, dis-moi. On parlait d'huîtres. Je fais partie des recordman du Havre, des plus gros mangeurs d'huîtres. Ah oui, on en avait parlé. Tu manges un sang d'huître ou pas? Comment? Est-ce que tu manges ce qu'on appelle un sang d'huître? Non, un sang d'huître, c'est 100 huîtres. Tu en manges? Tu peux manger 8 douzaines? Ah, plus que ça. Et écoute le bonhomme. Le cahier de chez Payette, j'ai eu le droit de citer le nom. Voilà, c'est une belle maison. Qui est décédé malheureusement, est venu me voir en me disant « Stop, t'as gagné, j'abandonne ». Il en avait marre de lui ouvrir les huîtres. Et t'es monté à combien? 141 huîtres à mort d'œuvre. Tous les gens qui étaient à ma table ont été malades, pas moi. Moi, j'ai jamais fait plus de 100, tu vois. J'ai mangé 8 douzaines. C'est déjà joli. Oui. Moi, mais 140, c'est encore mieux. Bon, classiquement, c'est 3 douzaines. Moi, je me prive l'année pour les apprécier pendant les fêtes. Ouais. Je mange de la double zéro, je mange des de la petite cheval, de la fine. attends. Je suis un grand passionné. C'est presque, il faudrait faire une émission sur l'huître. Hein. On peut, même plusieurs. Ouais. On peut faire un challenge de qui en mange le plus. On peut le faire ici même. Moi j'en mange zéro. Hein. On ira chez Lily, on fera un truc. C'est pas mal. Parce qu'on peut, oui, alors faut le dire, on fait beaucoup au Havre, il n'y a pas d'ostréiculteurs, mais on fait venir nos huîtres du Calvados et on a des très très chez bons. nous, Saint-Valahougue. Il y en a. Non, je suis désolé. Où ça? Il y en a à Veules-les-Roses. Ah oui, Veules-les-Roses, oui. Attendez, c'est quand même pas. J'ai bien pas fait chez de le nous, faire ça venir. c'est. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas chez nous. Mais voilà, Saint-Valahougue, moi, c'est mes préférés. Il nous fait passer pour un con, là, tu vois. Là, mais c'est bien, tu vois, je trouve toujours des gens qui... Je me permettrais pas. Mais je savais pas non plus qu'il y avait des huîtres à Veules-les-Roses. Elles sont bonnes? Elles sont très bonnes. Ah oui, c'est bonne. réputé. Moi, j'aime bien les Utah Beach, tu vois, je mange ça, c'est bon, mais... Utah Beach. Veules-les-Roses, on saura. Ouais. Voilà, ça vous a plu, messieurs? On a passé un bon moment, je pense. Un bon moment, c'est super bon. Voilà, bien Lucie salé. aussi, je suis content, en plus, pour une fois qu'on t'entend avec merci nous. Michel, en tout cas. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur West-Track Radio. Retrouvez le podcast de cette émission sur west-track.com, sur toutes les plateformes, sur toutes les box, enfin, tout ce qui contient un peu d'électronique. Retrouvez-nous dans une quinzaine, si tout va bien, s'il n'y a pas d'impondérable. C'est pas de quoi encore on va parler, mais bon, on trouvera bien. On improvisera, c'est le cas échéant. Voilà, merci beaucoup. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.